Un moment de l'histoire militaire illustre mieux que tout l'écart entre la puissance aérienne américaine et la flotte vieillissante de l'Iran. Mais cela ne s'est pas produit lors du conflit au Moyen-Orient, qui a commencé en 2023. Non, cela s'est passé une décennie plus tôt, en 2013, au-dessus des eaux internationales du Golfe Persique. Et non seulement tout l'échange, qui opposait un vieux chasseur américain piloté par l'Iran à l'un des avions de chasse américains les plus avancés de son époque, n'a duré que quelques minutes, mais il s'est aussi terminé sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Qu'est-ce qui le rendait si incroyable ? Vous le découvrirez bientôt. Pour comprendre ce qui a rendu cette rencontre exceptionnelle et ce qu'elle révèle sur la situation militaire de l'Iran, nous devons remonter avant l'incident pour comprendre comment l'Iran en est venu à utiliser d'anciens avions américains face à des adversaires plus modernes. C'est en fin de compte une histoire de géopolitique mondiale et de la situation inconfortable dans laquelle l'Iran se trouve depuis plusieurs décennies. Mais commençons par l'incident. Nous étions en mars 2013. Un drone américain MQ-1 Predator menait une mission de surveillance et de reconnaissance à environ 16 miles au large des côtes iraniennes, dans l'espace aérien international. Le Predator n'est en aucun cas un avion de chasse. C'est une plateforme longue et élancée, propulsée par une hélice, conçue pour l'observation, la surveillance et éventuellement pour effectuer une frappe ciblée unique. Classé comme véhicule aérien de combat sans pilote, il est surtout capable de lancer des missiles RR longue portée, sans participer à des combats aériens rapprochés. De plus, un drone ne peut pas distancer un avion, étant donné que sa vitesse maximale est d'environ 135 miles par heure, mais il voit beaucoup de choses, et cela en a fait une cible. Après avoir repéré le drone, la force aérienne iranienne a immédiatement dépêché 2 chasseurs F-4 Phantom pour l'intercepter. Le Phantom est un avion supersonique bimoteur avec un profil distinctif rappelant un requin, et une histoire qui remonte à la fin des années 50. À son époque, c'était le cheval de bataille de la puissance aérienne américaine pendant la guerre du Vietnam, et un avion que l'Iran avait reçu en grand nombre des États-Unis avant que tout ne change en 1979. En 2013, ces cellules, âgées de près de 50 ans, restaient parmi les meilleurs appareils de la flotte iranienne. Techniquement, le pays possédait encore une quarantaine de F-14 qui étaient d'une génération plus récente et de meilleurs chasseurs de supériorité aérienne, mais entre les deux, le F-4 est considéré comme plus agile. L'Iran a peut-être choisi d'utiliser des avions plus anciens pour limiter les risques et préserver les appareils plus récents et plus performants, la menace n'étant qu'un drone. 2 sont allés vers le Predator, l'un resté en retrait, l'autre approché pour intercepter. Aucun des 2 pilotes iraniens ne savait qu'un autre pilote était déjà là-haut. Le lieutenant-colonel Kevin Sutterfield, indicatif Showtime, pilotait un F-22 Raptor à proximité, chargé d'escorter le Predator, dans le cadre d'une politique que l'armée de l'air américaine avait discrètement adoptée, après un incident survenu en 2012 lorsqu'une paire de Su-25 iraniens, d'attaque au sol, avait ouvert le feu sur un drone dans l'espace aérien international. Depuis lors, les Américains ont cessé d'envoyer des drones seuls dans le Golfe. Parfois, l'escorte était assurée par une paire de FA-18 Super Hornet provenant d'un porte-avions à proximité. Ce jour-là en particulier, c'était un F-22. Le F-22 est le fruit d'un programme qui a débuté dans les années 1980, lorsque les planificateurs de la défense américaine commençaient à s'inquiéter des programmes d'avions soviétiques et avaient besoin d'un chasseur plus performant pour y répondre. Le résultat fut le programme Advanced Tactical Fighter, qui a finalement donné naissance au Raptor et est entré en service en 2005. Même aujourd'hui, selon la plupart des critères, il demeure le meilleur chasseur de supériorité aérienne jamais construit. Il est conçu dès le départ pour être invisible. Chaque angle, chaque surface, chaque cavité interne est conçu pour disperser les ondes radar loin des récepteurs ennemis. Ces 2 moteurs Pratt Whitney F119 produisent suffisamment de poussée pour lui faire franchir le mur du son. Sans post-combustion, ce qui est une capacité appelée supercroisière, qui lui permet de maintenir un vol à grande vitesse sans la consommation énorme de carburant, et la signature infrarouge que crée la post-combustion. Il transporte ses armes en interne, derrière des trappes affleurantes qui s'ouvrent pendant une fraction de seconde lors d'un engagement puis se referment, maintenant ainsi le profil furtif de l'appareil en permanence. Son avionique offre une fusion de capteurs et un système de guerre électronique, donnant au pilote une vision du champ de bataille inégalée par d'autres appareils. Malgré la modernisation de l'armée de l'air, les dernières importations des États-Unis datent du début des années 1970, soit 40 ans avant l'incident. Et oui, l'Iran a continué à utiliser des conceptions chinoises, russes, voire nationales, pour moderniser la plateforme vieillissante du F-4E. Mais le fait est que le F-4 reste un avion de chasse de 3e génération, tandis que le F-22 appartient à la 5e génération.
Alors que Showtime observait le F-4 de tête s'approcher du Predator, il attendait. Puis, fort de la confiance que son avion était pratiquement invisible au radar iranien, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il a approché son Raptor sous le F-4, assez près pour le voir, et surtout distinguer les points d'emport d'armes, et évaluer ce qu'emportait le pilote iranien. Le pilote iranien ignorait totalement la situation. Les systèmes furtifs du Raptor remplissaient parfaitement leur rôle. Showtime inspecta la charge d'armement, se retira, puis passa à l'action. Il vira à gauche, monta, puis plaça son avion juste à côté du F-4, et apparut dans la vision périphérique du pilote iranien, comme sorti de nulle part. On ne peut qu'imaginer le choc de ce moment pour le pilote iranien, assis calmement dans son cockpit, et découvrant soudainement une machine censée être invisible juste à côté de lui. Et là, Showtime a vraiment transformé tout ça en spectacle. Il a enclenché sa radio, a contacté le pilote iranien et lui a adressé quelques mots glaçants. « Tu ferais vraiment mieux de rentrer chez toi, ce qu'ils ont fait. » Les deux F-4 ont simplement fait demi-tour et sont partis, sans engagement ni escalade. Toute la mission s'est transformée en une démonstration relativement calme de ce à quoi ressemble la puissance aérienne de 5e génération lorsqu'elle opère contre une flotte ancienne. Maintenant, pour comprendre pourquoi cet écart est si vaste, et pourquoi l'Iran reste dépendant d'avions qui étaient déjà vieillissants, à l'époque où Showtime apprenait à piloter, nous devons examiner les deux appareils en détail, puis retracer l'histoire plus longue de la façon dont l'Iran s'est retrouvé dans cette situation. Le F-4 Phantom II a volé pour la première fois en 1958. Conçu par McDonnell Aircraft, devenu McDonnell Douglas, pour la marine américaine comme intercepteur de défense de flotte, il est devenu l'un des avions à réaction les plus polyvalents et utilisés de la guerre froide. Pendant la guerre du Vietnam, la marine et l'armée de l'air l'utilisaient pour la supériorité aérienne, les attaques au sol et la reconnaissance. Il était capable d'atteindre Mach 2,23 en altitude, ce qui en faisait l'un des avions les plus rapides disponibles à l'époque. Mais peut-être plus important encore, il était puissant. Ses rares limitations n'apparaissaient qu'en vrai combat. Les premières versions n'avaient pas de canon interne, reflétant une doctrine qui s'est révélée dangereusement optimiste quant à la fiabilité des missiles RR. Le canon a été ajouté plus tard. Pendant quelques années, cet avion était l'un des plus faibles en combat rapproché, car il dépendait des missiles. De plus, le jet nécessitait un entretien intensif, et son radar, bien qu'avancé pour son époque, était une grande antenne à balayage mécanique qui produisait une section efficace radar importante et était sujet aux interférences et au brouillage. Bien que cela ait finalement rendu l'avion redouté, dans les années 1970, le Phantom commençait déjà à être remplacé dans l'armée américaine par des plateformes plus spécialisées. Le F-15 Eagle a repris le rôle de supériorité aérienne en 1976. Le F-16 Fighting Falcon est arrivé pour les missions polyvalentes en 1978. Le Phantom a été retiré progressivement du service américain, puis totalement abandonné vers le milieu des années 1990. Aujourd'hui, l'US Air Force utilise principalement des F-22 et des F-35, tandis que des avions plus anciens, comme le F-15 et le F-16, sont encore utilisés en raison de leurs coûts globaux plus faibles et pour éviter d'utiliser un appareil neuf pour une mission de routine. Le seul endroit où l'on trouve des F-4 sur le sol américain, c'est dans les musées. Mais en Iran, ces mêmes avions sont encore opérationnels, du moins sur le papier, car l'Iran n'a eu aucun moyen de les remplacer. Le F-22 Raptor en comparaison représente 60 ans de progrès en ingénierie aéronautique. Sa section équivalente radar est estimée similaire à celle d'une bille d'acier, soit une infime fraction de celle d'un chasseur moderne de 4e génération, et une réduction presque incompréhensible comparée au Phantom. La fusion de ces capteurs combine les données de son radar, de ses capteurs infrarouges passifs, et des informations reçues par liaison avec d'autres avions et stations au sol. Cela offre au pilote une image unifiée et synthétisée plutôt que des flux bruts provenant de systèmes séparés. Le système de ciblage de l'avion peut suivre plusieurs cibles simultanément, engagées à longue portée avec des missiles AIM-120 AMRAAM tirés depuis des soutes internes, et faire tout cela tout en restant pratiquement invisible pour les avions adverses. Lors d'un engagement hors de vue, un pilote iranien de F-4 pourrait ignorer la présence d'un F-22 dans le même espace aérien avant qu'un missile ne soit lancé. Et même en combat rapproché, le Raptor est tout aussi dominant. Ses tuyères à poussée vectorielle redirigent les gaz d'échappement pour contrôler l'orientation de l'appareil, indépendamment de la vitesse, offrant ainsi une grande maniabilité à basse vitesse. Si un F-4 affrontait un F-22 dans un combat tournoyant rapproché, il partirait immédiatement en vrille face aux manœuvres plus agressives du F-22.
Mais bien sûr, il n'arriverait jamais à ce combat sans être détecté en premier. Mais pourquoi l'Iran utilise-t-il encore les F-4 ? Tout simplement parce que l'Iran et les États-Unis ont cessé d'être amis. Avant 1979, l'Iran entretenait en fait une relation plutôt positive avec les États-Unis, ce qui s'étendait aux échanges d'équipements militaires. Le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, fut un allié proche des Américains durant la guerre froide. Les administrations américaines voyaient une armée iranienne puissante comme un facteur de stabilité dans une région souvent au bord de la guerre. Ainsi, des armes américaines affluaient en Iran, en quantités énormes, y compris des chars, des hélicoptères, des navires de guerre et des avions. En conséquence, l'armée de l'air impériale iranienne était, selon les normes régionales, extraordinairement bien équipée. À son apogée, l'Iran exploitait plus de 200 F-4 Phantom dans plusieurs variantes, ainsi que des chasseurs F-5 Tiger, et avait même passé commande pour le tout nouveau F-14 Tomcat, l'intercepteur naval à ailes à géométrie variable, qui deviendrait plus tard célèbre grâce au film Top Gun. Environ 80 F-14 ont effectivement été livrés avant la Révolution. L'Iran a également reçu des pièces de rechange, des équipements, et plus important encore, de la formation. Des instructeurs américains formaient les pilotes iraniens aux tactiques et à la maintenance, atteignant un niveau rare dans la région. Puis la révolution islamique a eu lieu. En 1979, le Shah Pahlavi a été renversé. L'ambassade américaine a été prise d'assaut, et 52 diplomates ont été retenus en otage pendant 444 jours. La relation entre Washington et Téhéran s'est effondrée du jour au lendemain, et le flux d'armes s'est arrêté. Après le départ des conseillers américains, au début de la Révolution, l'armée de l'air iranienne, dotée d'une des flottes les plus modernes du Moyen-Orient, s'est retrouvée sans pièces de rechange et sans moyen de l'entretenir. Le timing ne pouvait pas être pire pour l'Iran. Moins d'un an plus tard, l'Irak a envahi. La guerre Iran-Irak, qui a duré de 1980 à 1988, a été un conflit acharné et catastrophique, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes des deux côtés. L'armée de l'air iranienne s'est battue avec acharnement. Malgré la crise d'approvisionnement, les F-14 et F-4 se sont mieux comportés que prévu, mais la flotte a subi de lourdes pertes. Des avions furent perdus au combat, d'autres cannibalisés pour maintenir les survivants opérationnels. À la fin de la guerre, la flotte, jadis composée de centaines d'appareils, n'en comptait plus qu'une fraction, chaque avion restant étant plus vieux et plus difficile à entretenir. La vraie question est, pourquoi l'Iran n'a-t-il pas tout simplement pu remplacer ces avions, plus de 40 ans après la Révolution ? On pourrait croire qu'en tout ce temps, l'Iran aurait acquis des avions de chasse modernes, par exemple en Russie ou en Chine. La réponse est plus compliquée qu'il n'y paraît, et elle touche au cœur de la situation militaire réelle de l'Iran. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous proposons des analyses sur les événements historiques et suivons l'actualité géopolitique mondiale. Pour expliquer pourquoi l'Iran possède encore des F-4 obsolètes, il faut commencer par la Russie, souvent considérée comme protecteur de l'Iran et contrepoise à l'influence américaine. Et il y a une part de vérité là-dedans, car la Russie a vendu à l'Iran des systèmes de missiles solaires, y compris le S-300, ce qui a considérablement amélioré les défenses antiaériennes au sol de l'Iran. Les intérêts russes et iraniens se sont aussi alignés en Syrie contre l'ordre occidental autour d'Israël, mais cette alliance présente des limites importantes, souvent ignorées. La Russie a été remarquablement réticente à vendre à l'Iran des avions de combat modernes. Les raisons sont stratégiques. Moscou doit équilibrer ses propres intérêts régionaux. Après 1990, Israël était un important acheteur de gaz naturel russe, une tendance qui n'a pris fin qu'après les sanctions de 2022. Cela signifiait qu'Israël pouvait avoir une influence significative à Moscou. Fournir à l'Iran des chasseurs modernes compliquerait sérieusement les relations avec Israël, les États du Golfe et la diplomatie russe. La livraison du S-300 a été retardée pendant des années à cause de ce type de pression. Et des avions de combat comme les MiG-29 ou les Su-30 moderniseraient réellement la puissance aérienne iranienne et exerceraient ainsi indirectement plus de pression sur Israël. La Russie doit également avancer prudemment face aux puissances occidentales dans la région. Si les États-Unis et leurs alliés jugent que la Russie va trop loin au Moyen-Orient, elle aurait pu être frappée par encore plus de sanctions. Bien sûr, tout cela est devenu caduc en 2014, mais ce sentiment prévalait auparavant. En 2022, la Russie a accepté en principe de fournir des chasseurs Su-35 à l'Iran. Mais en 2025, aucune livraison confirmée d'appareils opérationnels n'avait eu lieu. Certains documents ayant fuité suggéraient que la Russie construisait jusqu'à 16 appareils, destinés à être livrés entre 2025 et 2027, et qui avaient déjà été payés. Mais les circonstances de la guerre en Ukraine
ont rendu les exportations militaires russes vers d'autres pays nettement plus compliqués. La Chine a également fourni des quantités limitées de systèmes relativement dépassés. L'Iran a tenté de développer son propre avion localement. Le Isakoza, un chasseur léger, présenté comme étant dérivé de l'américain F-5, a été largement médiatisé en grande pompe. Des évaluations indépendantes indiquent qu'il n'apporte guère plus que le F-5 d'origine. L'Iran a également tenté de moderniser ses F-14 et F-4 existants avec des composants et des modifications d'origine locale. Mais les cellules de base restent celles qui ont été livrées avant 1979. Quelles que soient les modifications, on ne peut pas vraiment moderniser l'aérodynamique, la signature radar ou l'architecture des systèmes de base d'un avion conçu dans les années 1960 sans, en fait, construire un nouvel appareil. Le résultat, c'est une force aérienne qui compte encore parmi son inventaire des F-4 Phantom, des F-14 Tomcat, des F-5 Tiger, des MiG-29 et des F-7 fournis par la Chine. Mais en pratique, elle n'en fait voler qu'une fraction dans un état réellement prêt au combat. Bien que les estimations de la flotte de chasseurs opérationnels de l'Iran varient, des analystes de défense crédibles estiment que le nombre d'appareils maintenables en opération de combat intense est bien inférieur à celui reçu avant la Révolution. Les pièces de rechange sont rares et l'entretien difficile. En février 2026, un avion de l'armée de l'air iranienne s'est écrasé lors d'un vol d'entraînement dans la province de Hamadan, tuant un des 2 membres d'équipage. Il s'agissait d'un incident impliquant un F-4 qui effectuait encore des missions d'entraînement en 2026 et qui s'est encore écrasé parce que la cellule a 50 ans et qu'il n'y a rien pour la remplacer. Mais l'équipement n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre dimension, et sans doute la plus importante à long terme, c'est la formation. Et ici, l'écart entre les États-Unis et l'Iran est tout aussi flagrant. Les pilotes de chasse américains suivent l'une des formations les plus intensives et systématiquement perfectionnées au monde. Tout débute par une formation initiale de pilote, rigoureuse, suivie de cours spécialisés d'emploi des armes, fondés sur des années d'expérience de combat, de débriefing et de développement doctrinal. L'école des armes de chasse de l'US Air Force à la base de Nellis, dans le Nevada, surnommé le Top Gun de l'Air Force, perfectionne les tactiques de combat aérien depuis des décennies. En intégrant les leçons de chaque engagement et exercice dans un corpus de connaissances régulièrement mis à jour. Les pilotes américains affrontent régulièrement des avions adverses lors d'entraînements réalistes au combat aérien, entre appareils de types différents, ce qui signifie qu'ils pilotent leurs jets contre d'autres appareils, des tactiques simulant délibérément celles des pilotes ennemis, pour que lors d'une vraie rencontre, ce ne soit pas la première fois qu'ils y font face. Fait crucial, l'armée de l'air des États-Unis a piloté le F-4 Phantom. Les pilotes l'ont utilisé, s'y sont entraînés et comprennent ce qui est bon et mauvais dans cet avion. Les pilotes qui passent des Phantom aux Eagles, puis des Eagles aux Raptor, emportent avec eux une connaissance intime de la façon dont le F-4 se comporte, de ses limites et de ce qu'un pilote dans ce cockpit peut ou ne peut pas faire. Lorsque Showtime s'est approché de ces F-4 iraniens en 2013, la compréhension américaine de cet appareil remontait à plusieurs générations. Les tactiques utilisées par les Iraniens, l'enveloppe de performance dans laquelle ils opéraient, les contraintes auxquelles ils faisaient face, tout cela était profondément familier pour les Américains. Les Iraniens pilotaient un appareil que les Américains avaient compris et dépassé depuis des décennies. En revanche, le programme de formation des pilotes en Iran fonctionne sous de fortes contraintes depuis 1979. Les conseillers américains ayant conçu l'infrastructure de formation sont partis après la Révolution et ne sont jamais revenus. La guerre avec l'Irak a coûté de nombreux pilotes expérimentés et perturbé la continuité institutionnelle. L'isolement international a limité l'accès aux exercices conjoints à grande échelle et réalistes qui permettent aux forces aériennes de rester performantes. Les pilotes iraniens ne s'entraînent pas contre des F-22. Ils ne s'entraînent pas contre des F-35. Ils s'entraînent les uns contre les autres, dans des appareils vieillissants avec un nombre limité d'heures de vol, se préparant à une menace qu'ils n'ont jamais réellement rencontrée et qu'ils n'ont aucun moyen réaliste de simuler. La rencontre de 2013 a parfaitement illustré tout cela. Les pilotes iraniens n'avaient aucune idée de la présence du F-22 jusqu'à ce que Showtime choisisse de se révéler. Leur radar ne l'a pas détecté, leurs systèmes ne l'ont pas repéré. Leur entraînement ne les avait pas préparés à un appareil capable d'opérer sans être vu au milieu de leur formation, puis de se matérialiser à côté d'eux. Il y a aussi l'aspect psychologique d'un appareil surgissant soudainement près de vous, sur une plateforme indétectable par vos meilleurs capteurs. Cela créerait un choc immédiat et une retraite. C'est exactement ce qui s'est passé. L'essentiel est que la puissance militaire ne dépend pas seulement du plus gros budget ou de la volonté politique, mais aussi du temps
comme les décennies qu'il a fallu pour construire une force aérienne cohérente, durable, institutionnellement saine, avec des appareils modernes, des filières de formation approfondies et la mémoire organisationnelle qui découle d'un développement continu et d'une véritable expérience opérationnelle. Les États-Unis ont maintenu cette continuité sans interruption depuis la Seconde Guerre mondiale. La trajectoire va du F-4 Phantom au F-15, puis au F-16, au F-22, et enfin au F-35 chaque génération, intégrant les leçons de la précédente. L'Iran a vu cette trajectoire interrompue du jour au lendemain, en 1979, et n'a jamais pu la reconstruire. Les avions, la formation et la chaîne d'approvisionnement se sont arrêtés. Alors que la technologie aéronautique progressait ailleurs, la force aérienne iranienne est restée figée dans le temps. Donc, les Iraniens sont simplement rentrés chez eux, ce jour-là, et ce n'est pas parce qu'ils manquaient de courage, ni parce qu'ils ont commis une erreur. L'écart entre leurs appareils et ceux à leur côté était trop grand pour être comblé en vol. On ne peut pas compenser une génération d'écart en manœuvrant mieux. On ne peut pas rattraper 50 ans de progrès aéronautique, et on ne peut certainement pas combattre ce qu'on ne voit pas. Pour voir comment les États-Unis traitent actuellement la question iranienne, regardez les dernières vidéos de The Military Show. Nous couvrons l'actualité quotidienne et les avancées dans les domaines des conflits dans le monde, de la géopolitique et de l'ingénierie militaire.